Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'update lecture du mercredi pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi qui est souvent soit des présentations de livres terminées, soit des sagas terminées de littérature. Et le dimanche, c'est un peu plus au rythme de mes envies. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 2 services presse, un essai sur une saga cultissime de l'imaginaire, un roman qui m'a déçu il partait pas gagnant malheureusement celui-ci, même si je sais qu'il y a une grosse communauté fan de ce roman et de ce genre, voilà, c'est simplement que je suis pas du tout la cible. Et le troisième, un manga que j'adore et que j'ai dévoré, j'adore cette édition-ci. Je voulais simplement vous rappeler que on sera en dédicace donc ce week-end à Rouen avec l'autrice de La forêt aux fleurs d'or et je vous mets le reste. Il y a des dédicaces qui ne sont pas encore affichées que je vous annoncerai sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des choses qui se font en dernière minute. Et je suis déjà en train de préparer pour l'année prochaine les petites dédicaces en cours, mais sachez que pour les marchés de Noël, là je suis en train de voir si certains de mes auteurs en feraient pas dans leur coin, donc potentiellement en Bretagne, il faut que je vois ça, je vais voir ça cette semaine. Mais je vous tiendrai au courant de toute manière sur Instagram et je vous recommande de me suivre sur Instagram ou de suivre les 3 Nantes sur Instagram. Et sur ce, on commence. Commençons par le petit essai, qui est donc Dune, un chef-d'œuvre de science-fiction de Nicolas Allard. Ce bouquin, ça fait des mois que je l'ai lu, mais en fait, au rythme des updates lecture, à chaque fois, je le sautais, et là, je me suis dit, c'est bon, faut que je le mette là. C'est un petit essai sur la saga donc Dune, qui devait sortir à la fin de l'année, c'est pour ça qu'il est sorti récemment. Et il y a eu un petit retard, mais je ne suis personne pour juger, parce que moi aussi, je retarde mes œuvres de quelques mois. Et on suit ici donc la pensée de Nicolas Allard qui va s'adresser au grand public pour parler de la saga Dune et de toutes les grandes thématiques qu'on peut sortir de Dune. Alors le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est quand même d'avoir lu au moins le tome 1 de Dune, parce qu'il y a énormément de références et de citations de ce tome-ci, et notamment la fin, je crois que même c'est les derniers mots du tome 1 de Dune sont hyper importants dans la recherche, et donc ça va vous gâcher un peu le plaisir de lecture. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes et je me suis pas sentie spoilée voilà, dans le livre particulièrement. Alors, on va autant aborder les grandes questions comme le transhumanisme dans Dune, l'écologie dans Dune, notamment le féminisme. Alors il y a une première partie qui vraiment est fixée sur les adaptations. C'est vrai que c'est un truc qui est très très étudié dans Dune parce que Dune a un processus d'adaptation un peu particulier, avec notamment un film qui ne s'est jamais fait, avec une adaptation qui, voilà, la première qu'on a vue est particulière. Il y a eu aussi les nouvelles adaptations. C'est vraiment une œuvre transmédia pour ça. Et dans la troisième partie, c'est vraiment une comparaison avec d'autres grandes œuvres type, je sais pas moi, Star Wars par exemple, et essayer de comparer qu'est-ce qui a inspiré telle chose, voilà, parce que Dune c'est quand même un récit assez ancien et qui a des thématiques qui peuvent être communes à certains textes ou être complètement dans le contre-pied. Voilà, Dune, c'est une série, pour l'époque où ça est sorti, assez importante au niveau politique, au niveau écologique, même au niveau féministe, dans le sens que c'est un roman qui va aborder le fait qu'on exploite une ressource minière hyper importante et que c'est la cause de guerre, voilà, qui va vraiment exploiter la question de la religion avec Paul, qui est vu quasiment comme un nouveau messie, ou encore le féminisme avec donc ces Bene Gesserit qui sont des sortes de sorcières et en même temps des sortes de sages qui manipulent un peu les gens, et ça se transmet de femme en femme. Donc vraiment c'est assez intéressant ici. Moi j'aime beaucoup aussi tous les passages sur la princesse Irulan, qui est un personnage que j'aime bien. Et voilà, c'est un petit texte qui est vraiment pensé pour le grand public. Je dois faire la comparaison avec le bouquin que je vous ai présenté récemment, qui était beaucoup plus étoffé parce qu'il était beaucoup plus gros, mais on voit qu'il y a quand même, je pense, des réflexions de Nicolas Allard qui a dû travailler dans le livre sur ce texte-ci. Mais voilà, c'est court, c'est bien fait. Le seul truc que j'ai à reprocher, c'est qu'il y a énormément de citations dans le texte et que la pensée est pas autant développée que je l'aurais voulu. Voilà, c'est beaucoup de arguments, exemples, c'est normal, mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'arguments et que les exemples soient moins étoffés. Le même, c'est qu'il y a beaucoup la résurgence de mêmes exemples, notamment tout le passage où, on va prendre l'exemple type parce que celui-ci est cité et recité,
Dans le tome 1, il y a donc un personnage qui s'appelle Shani, qui est lié à Paul. Voilà, bon, vous avez, je pense, à un moment, c'est quand même sorti il y a plus de 20 ans, il faut se tenir à jour. Et la mère de Paul va avoir un discours sur le rôle de Shani dans la vie de Paul et en quoi, on va dire, les maîtresses sont les véritables femmes de ces héros-là. Et donc voilà, il y a ce passage-ci qui est beaucoup, beaucoup étudié, les passages avec Irulan aussi. Et donc ce qui ferait que des fois, ça fait un peu répétitif, ou du moins des fois, t'as l'impression qu'il a analysé que certains passages, et donc t'es en mode... Ouais, mais en soi, c'est vraiment fait pour le grand public. C'est pas compliqué à lire, les exemples sont assez pertinents, les thématiques très actuelles et voilà, qui sont assez approfondies. Ça en reste quand même un bouquin qui reste en surface. Je pense notamment aux gros fans de Dune qui, à la première lecture de Dune, aux nombreuses lectures de Dune qu'ils ont fait, vont trouver les thématiques un peu simplistes ou du moins le propos peut-être pas assez travaillé. Voilà, c'est fait pour le grand public. Pocket, quand il publie des essais, en général, c'est pour que Mamie Josiane, qui a vu Dune, apprécie et se renseigne un petit peu sur la question. Donc voilà, c'est un peu le seul reproche que je ferais. Le format est cool. Moi, je l'ai dévoré en une journée. Et il faut dire ce qui est, j'ai bien aimé notamment toute la partie d'adaptation. En fait, ça m'a un peu saoulée parce que je l'avais déjà lu dans l'autre essai. Mais c'est vrai que toute la partie de comparaison, voilà, vraiment l'étude comparative entre cette œuvre-ci et d'autres œuvres qui sont postérieures est très très chouette. Notamment la comparaison avec Star Wars et la comparaison avec Game of Thrones, qui paraît un petit peu inattendu, mais pas autant qu'on le pense. Donc voilà, c'est vraiment toute l'analyse comparative que j'ai aimée. Donc voilà, ça s'adresse aux fans, ça s'adresse aux gens qui ont vu peut-être les films et qui veulent en savoir un petit peu plus, hein, parce que Dune, c'est vraiment un texte très riche en soi, hein, et il y a beaucoup de choses à dire, et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'un tome 1, voilà, qui est aussi qui est, je veux dire, le tome emblématique, puisse dire autant de choses sur un livre qui est pas si gros que ça. Mais voilà, c'est une œuvre marquante, et pour le coup, j'étais très contente de découvrir ce texte-ci, qui vraiment... je remercie parce que l'auteur m'avait fait une petite dédicace. Parfois, quand on reçoit les ouvrages chez Pocket, j'en ai des petites dédicaces. Mais ce que j'ai apprécié avec celui-ci, c'est qu'il est synthétique, et contrairement à l'autre, facile à lire en termes de praticité de lecture, et surtout ça axe vraiment sur 3 points majeurs. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous engager dans une lecture d'essai sur Dune qui va vous durer des heures et des heures, là on est sur quelque chose qui est bien plus accessible, et qui est accessible, je pense, même à des gens qui ont simplement vu les films ou qui auront vu les 2 adaptations, parce que la prochaine adaptation de Villeneuve va sûrement s'arrêter à la fin du tome 1, ça paraît logique. Et je vous le recommande si vous êtes intéressé par les essais, il n'y a pas tant de choses qui sortent que ça. Et Dune, c'est un univers qui est beaucoup plus profond qu'on le pense. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et ça donne envie, du genre moi j'ai tellement envie de lire la suite, mais à chaque fois que je vais en librairie, je ne trouve pas le tome 3. Comme je suis une acheteuse librairie, que je vis pas à côté d'une librairie, que je ne sais pas quand je vais aller en librairie, c'est un peu compliqué, mais un jour ou l'autre, il me tombera dans les bras. Voilà, l'édition que je veux, du moins, parce que j'ai un peu de mal avec le gros œil, là, la grosse tête, elle m'a toujours fait très flipper. Ensuite, alors là, une lecture un peu moins sympathique. Avant de faire la chronique, je pense qu'il est important de dire que je suis carrément pas la cible de ce bouquin. Je suis même tout ce que ce bouquin ne cible pas, du moins, c'est tout ce que j'aime pas en littérature. J'ai pensé le relire et j'aurais pas dû le demander à Brajon, sincèrement. Je me suis même dit, est-ce que c'est pertinent que je fasse une chronique, tu vois, juste pour dire que j'ai pas aimé. C'est simplement que c'est pas fait pour moi. C'est du genre un objet qui représente pour moi ce qui est assez triste en ce moment, ce qui se passe dans l'édition, et en même temps, je pense que ça a un public, hein, ça cartonne, et c'est simplement que j'ai ni la fibre amoureuse pour ça, je n'aime ni ce type d'édition, et la fantaisie qui est proposée, je la trouve pauvre, et parfois un petit peu raciste, faut dire ce qui est. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Je vous présente donc La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je tiens à rappeler que cet ouvrage est un ouvrage d'autopublication à la base, ce qui explique en soi pourquoi c'est pas
ouf. Dans le sens que je pense que ce texte n'a jamais été vraiment travaillé au niveau éditorial, que c'est très pauvre et qu'il a juste bénéficié du buzz des réseaux sociaux et que le buzz des réseaux sociaux, parfois c'est pas ouf. Voilà, en général j'aime pas, hein, vous savez, à Cotard et tout, c'est pas un très très bon souvenir. Et en même temps, je peux pas me permettre de comparer ça à Cotard parce qu'à Cotard a un véritable world building, a un univers qui vaut le coup. Là, c'est pas le cas. Et en fait, c'est le fait que c'est hyper creux pour le... Voilà, c'est hyper creux. C'est un ouvrage de romantaisie. Je tiens à rappeler que ce livre, pour le coup, n'est pas trop problématique sur les relations entre les personnages, contrairement à beaucoup d'œuvres de romantaisie que j'ai lues, pour certaines, mais surtout que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une histoire toute con, vieille comme le monde. C'est l'histoire d'une nana qui va être envoyée par son père pour tuer l'homme qu'elle va épouser. Voilà, pas plus bête que ça. Et elle est entraînée pendant des années, voilà, c'est une assassin, et en fait elle fout un petit coup foireux dans le tome 1 pour prendre cette place-ci, et bah, en fait, il est plutôt beau gosse, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle ne le tue pas, elle tombe amoureuse, voilà, comme dans tous les récits de ce type, et le tome 1 se finit sur « oulala, le méchant papa arrive et capture tout le monde ». Je pars du principe que ce bouquin, je peux le spoiler dans le sens que c'est tellement vide et creux que de toute manière l'histoire c'est pas ce qui a l'air d'intéresser potentiellement l'auteur. C'est un livre qui est là pour vous présenter une romance, mais une romance qui n'est même pas bonne, voilà. Je peux pas dire que je déteste la romance, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans je déteste ça. J'aime la romance qui est bien écrite, c'est-à-dire que moi je prends 100% de plaisir quand je lis du Jane Austen. Je prends même du plaisir à lire Outlander. Voilà. Je veux dire, j'aime ça quand c'est bien fait, quand c'est palpitant. En plus, moi, j'ai besoin d'une romance où c'est impossible. Tu vois, vraiment, moi, j'ai besoin qu'il y ait des obstacles pour que ça m'intéresse. Et là, en fait, bah, à part l'histoire de il est beau gosse, je tombe amoureux. C'est creux, et le tome 2 aborde plus les difficultés liées au couple, parce que Lara va essayer de se faire pardonner un petit peu, elle est pendant tout le roman, ouin ouin ouin, pardonne-moi, oh je suis triste, j'ai fait des erreurs, ce qui est extrêmement casse-pied, hein. Moi je supporte pas le personnage principal aussi. Mais c'est vrai que je l'avais entamé dans le sens que peut-être que le tome 1 c'est que de la mise en place de la romance des personnages, un petit peu de psychologie, et que l'histoire va démarrer vraiment dans le tome 2. Bah non. Bah non, parce qu'en fait, quand t'as un bouquin, alors certes qui est magnifique, hein, on va pas se le cacher, même si moi j'aime pas tellement ce genre de texte-ci, hein. Je vous dis qu'il est magnifique dans le sens que le commun des mortels trouve ça beau, moi je trouve ça pas très beau, voilà. On retrouve le jaspage, l'intérieur comme ceci, et puis, alors moi en plus je déteste le jaune, alors c'est aussi pour ça, et vraiment ça, moi j'aime pas du tout. Bon après c'est une question de goût, mais voilà, t'as la petite carte intérieure, ça plaît à beaucoup de lecteurs. Moi je suis plutôt fan, bah, je l'ai sous la main, ce que je vous le présente l'année prochaine, mais tu vois, beaucoup plus de ce travail-là. Moi je suis amoureuse de ce travail-là, ça beaucoup moins. Et, et en fait, ce qui est dommage, c'est que le livre est plutôt bien pensé, il est cher pour ce que c'est, et ça, je vous tiens à vous le dire aussi, c'est que les chapitres sont extrêmement courts, le bouquin est très court, faut que je vous montre la mise en page, mais il fait 350 pages, alors vous allez vous dire, oui, c'est écrit gros, mais sans trop. Le problème, c'est que les chapitres sont tellement courts que t'as des pages aérées comme ça tout le temps. Et donc, sincèrement, le bouquin, s'il m'a fait 2 heures et demie de lecture, vraiment, c'est que... Voilà, j'ai pris mon temps. Mais j'étais en mode, bon, d'accord, alors comment tu veux développer une histoire quand bah, le bouquin te le permet pas, parce qu'au niveau de la taille, du nombre de signes, c'est pas possible. Et en fait, ça m'a mis le seum, parce que je me dis, là, le tome 2 de La Gardienne du Chardon fait plus d'1 million de signes, donc ce qui correspond quasiment parfois à 2 tomes, voilà, ce qui fait vraiment plus d'1 million de signes, et que je vais le vendre moins cher que ce livre-ci. Voilà, alors qu'il va être publié en France, et il est à 28 euros. Donc voilà, ça m'a mis un peu le seum, parce que je me dis que cet ouvrage-ci, il est vraiment destiné à des gens qui ont les moyens, parce que moi, sincèrement, j'aurais pas mis 28 euros dans un bouquin avec aussi peu de pages, et surtout avec une qualité... c'est pas le pire livre que j'ai lu, en fait, c'est pas que c'est mauvais forcément en soi, c'est que c'est creux. Et c'est ça la différence, c'est que là, vraiment, à part Lara qui a une quête de rachat de sa conscience, la romance qui revient, du genre le gars est torturé en mode faut pas que je retombe amoureux. Bah en termes d'histoire, à part la fuite, parce que on aurait pu l'appeler la fuite au lieu de la reine traîtresse, bah il y a
pas grand-chose. Il y a un moment, alors si on peut dire, il y a 3 axes, hein. Il y a un axe de fuite, il y a un axe de sauvetage, plutôt un axe de sauvetage, de fuite et tout. Et même le plan pour sauver un des personnages, je suis en mode... Mais c'est pas du tout original. En fait, c'est bourré de clichés. Et c'est ça qui m'a un peu perturbée. Alors, pour les amateurs de romance, on aurait pu se dire, j'aurais pu le mettre en point positif. Ah, si t'aimes la romance, bah c'est chouette, c'est de la romance dans un univers un peu type oriental. Alors, c'est-à-dire que c'est une vision un petit peu orientaliste, hein. Moi, je trouve sur les bords, hein. Donc je n'imagine pas pour des personnes qui sont concernées ce que ça peut voilà, faire ressentir. Mais personnellement, moi, ça m'a un peu gêné. Du genre, ça m'a fait rappeler un peu les récits sur Sherazade. Genre, l'image de l'Orient dans le texte est très mille et une nuits. Voilà, ce qui est actuellement bah, pas fou. Voilà, c'est pas fou. C'est un peu cliché et pas du tout réaliste. Et même là, tu vois, tu te dis, bon, il veut te proposer un univers de désert, d'Orient, voilà. Et en fait, bah, on creuse pas du tout l'univers. Lara, elle a plein de sœurs, tu vois. Je me perds dans mon propos. Mais Lara, elle a plein de sœurs qui sont hyper badass. Du genre, il y a une représentation de la maternité, ça c'était chouette dans le texte parce que c'est tellement rare. Les personnages sont tellement badass et pourraient tellement offrir des batailles et ce genre de choses. C'est vrai que là, il y a un peu d'action, c'est ce qui est chouette dans le texte. Mais bah elles sont lisses, elles sont en surface, quand elles se blessent, quand voilà, il y a des problèmes, j'ai pas d'attachement parce qu'on les a pas creusées, parce que comment veux-tu qu'en 300 pages, je puisse creuser des relations entre les personnages. Donc voilà, parce qu'il y a déjà un nœud amoureux à régler. Et donc voilà, c'est le fait que moi je considère pas ça comme de la fantaisie, sincèrement, je peux pas considérer ça comme de la fantaisie, voilà, c'est de la romance avec 5% d'imaginaire. C'est juste que le monde dans lequel évolue cet univers, c'est pas un monde qui est réaliste. Il n'y a pas vraiment de magie. Voilà, c'est plus de la baston, voilà, des assassins et une prise de pouvoir avec des trônes. L'histoire du pan, voilà, parce que eh ben, on n'en sait toujours pas plus, hein. Voilà, on n'en sait toujours pas plus. Vraiment, il y a des moments, je levais les yeux tellement c'était cliché. Et c'est vrai que je sais que ce bouquin a été publié parce que ça touche une certaine population, ça touche un certain type de lectorat que je ne suis pas ni par l'âge ni par les goûts, je pense. Mais je trouve ça un peu dommage, voilà, parce que il y a tellement de bons livres, je pense, de romantaisie, hein. Moi, je veux dire, le genre, même si je le déteste, je suis pas hermétique dans le sens que je suis persuadée qu'il y en a des très bons. Je prends par exemple Cuchiel, alors qui est pas de la romantaisie, parce que Cuchiel c'est plus un univers de fantasy où le statut de la femme et le côté romantique a une présence. Mais Cuchiel, même si le bouquin était très problématique, c'est ça m'a gêné, le world building est bon. Et c'est frustrant en fait en tant que lecteur d'imaginaire de voir dans des maisons d'édition aussi emblématiques que Brajlon pour porter de l'imaginaire, d'avoir des bouquins qui le sont de moins en moins et qui, véritablement, objectivement parlant, là je m'aime même pas, on va dire, mes goûts, c'est que le bouquin, il est creux. Et j'ai pu en parler quand même avec certains d'entre vous qui ont trouvé ça très mauvais. Voilà. Mais la romance n'est pas problématique. En fait, c'est horrible de dire qu'on c'est un point positif, mais par rapport à ce qui sort actuellement, le personnage masculin est pas trop toxique, même s'il est un peu possessif. Voilà, ça reste une romance qui est en mode j'ai voulu te tuer, voilà, mais qu'est-ce donc par rapport à des bouquins comme Guild, tu vois. Donc voilà, je ne lirai pas la suite malheureusement, et ça me fait chier parce que je suis la première à défendre Brajlon, mais là sur des prix qui sont aussi élevés par rapport à un nombre de pages, la qualité du livre, hein, je vais pas en revenir dessus, mais les pages un peu jaunes, transparentes, à l'intérieur, j'aime pas du tout. Voilà, l'esthétique, je suis pas très fan. Et j'aime pas du tout ce procédé éditorial. Mais j'espère que Brajlon va, et je le vois dans certaines publications, retourner à des choses qui ont fait l'essence de la maison d'édition et que, voilà, par laquelle j'ai grandi et que j'ai un attachement personnel. Mais voilà, c'est une déception et je n'aime jamais présenter des avis négatifs sur les lectures, surtout que je reçois, mais là ça a été un flop total et je l'ai lu notamment parce que j'ai eu pas mal d'entre vous qui m'ont dit est-ce que tu le reçois pour avoir une chronique et savoir si je vais dépenser 28 balles dans une série qui m'avait pas convaincu pour un tome 1, et je vous le conseille pas. Si vous n'êtes pas amateur de romance, si le tome 1 vous a déjà pas convaincu, je suis pas sûre que ce tome 2 le fasse parce qu'il n'arrange pas les défauts du tome 1. Voilà, sincèrement. Et que Lara, là pour le coup, je la trouve encore plus casse-pied parce que franchement, on dirait une gamine en fait dans le texte qui est en mode oui, bah j'essaie de te tuer, mais tu dois comprendre, et puis m'aimer. Je suis en mode, mais non, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Ensuite, alors là, ça a été une très très bonne lecture, mais en même temps, je m'y attendais dans le sens que j'adore l'animé, et pour le coup, je suis très contente qu'il sorte ses éditions.
Donc c'est Panini qui vient de sortir, et ça va sortir je pense sur une année ou deux, les éditions Piliers de Demon Slayer, qui est donc Kimetsu no Iba, qui est une des sagas les plus connues on va dire de manga japonais. C'est écrit par une autrice, donc c'est chouette aussi parce que voilà, des mangas qui ont autant de succès sont pas forcément sont souvent écrits par des mangaka hommes, et ça se sent, je vous le dis, parce que je trouve que Demon Slayer a une beauté dans les histoires et dans la façon dont c'est raconté. Surtout, c'est un peu cliché de dire ça, mais je trouve qu'il y a une espèce de sensibilité et de travail sur les histoires tragiques que tu trouves pas forcément toujours. Genre, je trouve pas forcément. Bien sûr, dans Naruto, t'as l'arc de Pain où t'as envie de chialer. Là, je trouve que tous les personnages sont bien travaillés, qu'il y a aussi un attachement, on va dire. Sur la famille aussi, et sur l'amour, qui pour le coup est très bien fait, je trouve, dans ce texte-ci. Alors, Demon Slayer, de quoi ça parle? C'est un shonen, donc voilà, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va grandir et devenir ce qu'il a envie d'être, hein. Voilà, c'est le principe du shonen. Luffy veut devenir le roi des pirates. Naruto veut devenir Hokage. On va suivre Tenjiro qui veut essayer de libérer sa sœur d'une sorte de malédiction. Ouais, il veut faire redevenir sa sœur humaine. Tanjiro, en fait, il vit dans la montagne avec sa petite maman, sa petite famille. Son papa est décédé, c'est un peu lui l'homme de la famille, tu vois. Il vend du bois, il essaye de les faire survivre, c'est dans un univers un peu montagneux, enneigé. Et un jour où il part vendre du bois au village un petit peu en dessous, il doit s'arrêter pour la nuit parce qu'il est trop tard et que la route est dangereuse. Et quand il revient le lendemain, toute sa famille s'est fait défoncer. Voilà, tout le monde est mort dans des situations extrêmement tragiques. Et il n'y a que sa sœur Nezuko, donc qui est sa sœur la plus proche, qui survit. Et il sent encore son cœur, donc il va essayer de la transporter pour l'emmener à l'hôpital, le plus proche, l'hôpital du moins. Enfin, le soigneur le plus proche. Et sur le chemin, il va être arrêté par notre cher beau gosse, qui va lui annoncer que sa sœur est un démon. Et qui va devoir l'abattre. Et Tanjiro va tout faire pour la sauver. Et cet homme-ci, ce jeune homme-ci, c'est pas très clair, va lui dire de suivre un entraînement pour devenir un pourfendeur de démons. Et donc Tanjiro va suivre cette quête-ci pour sauver sa sœur, l'âme de sa sœur, et surtout la faire redevenir humaine. Parce que Nezuko est plus forte qu'on ne le pense, et la transformation la rend différente des autres démons, dans le sens qu'elle se nourrit pas des humains, et Tanjiro l'éduque pour qu'elle ne s'attaque pas aux humains. Donc, c'est une histoire qui est très touchante parce que déjà, c'est horrible comme pitch, mais c'est de la fantaisie, hein. On est sur des démons dans un Japon tantôt un petit peu traditionnel, tantôt moderne. On a deux visions avec l'Occident, donc je pense qu'on est vers le 18e, 19e qui est présent, où voilà, Tanjiro va essayer de tuer le grand méchant de cette histoire qu'on va découvrir au fil des pages. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment un très très beau texte. Et c'est un manga que j'aime bien parce que d'une, je trouve que l'histoire est hyper touchante. Pour un shonen, je trouve que le personnage n'est pas du tout... autant tu vois Luffy et Naruto, c'est des personnages un peu concons et qui crient tout ça. Tanjiro, c'est un mec qui a un peu les épaules du monde, qui a un peu toute sa famille sur les épaules. C'est quelqu'un de beaucoup plus sensible, je trouve, et de beaucoup plus droit. Genre, j'adore ce personnage, je trouve attachant. Alors, t'as toujours le pouvoir du pardon et ce genre de choses, sinon on serait pas dans un shonen. Mais c'est un pourfendeur de démons qui va avoir de la pitié pour eux et on va entendre à chaque fois les histoires des démons et c'est envie de chialer à chaque page. Ici, ça s'arrête, c'est l'équivalent de la moitié de la saison 1. On s'arrête au moment où on va rencontrer notre cher petit sanglier et notre cher petit séducteur qui sont les compagnons ensuite de Tenjiro. Donc voilà, c'est vraiment l'installation, les mécaniques de l'histoire et je trouve que les combats sont très très chouettes. Je vais vous montrer les dessins. Voilà. Mais les dessins sont très beaux, moi j'aime beaucoup le style parce que je trouve que dans les yeux et dans les traits des personnages sont très doux, les personnages sont très très beaux. Et j'aime trop parce que le méchant de l'histoire s'appelle Mousan et il fait tellement penser à Michael Jackson, à chaque fois ça me tue. Mais donc il faut abattre Michael Jackson. Et c'est vrai que tu vois, les combats, si je peux vous en donner un, je trouve qu'ils sont bien, ça se lit super bien, ce format-ci, parce qu'il faut vous en parler. Moi, c'est les formats que je préfère maintenant pour lire des mangas, parce que c'est les formats type Shonen Jump, donc les formats type dans lesquels les Japonais les lisent dans les magazines. Et c'est tellement plus agréable à lire, les planches sont beaucoup plus belles, on voit vraiment plus les détails des personnages, les détails des combats.
Et voilà. Le seul bémol avec cette édition-ci, c'est que comme elles sont grosses, le dos a tendance à se craqueler. Mais sinon, la qualité des dessins, la couleur des noirs et tout est de très bonne qualité. Pour le prix, c'est 20 €. Il y a 3 tomes à l'intérieur. Tu gagnes pas d'argent, sauf que tu gagnes en hauteur de format. Ce qui est quand même assez intéressant. C'est vraiment l'installation, donc c'est pas l'histoire que je préfère. Mais sachez que Demon Slayer, c'est une sorte de mélange entre de l'aventure, de la tendresse, de l'horreur aussi, parce que c'est assez glauque et assez sanglant, et presque de la relation familiale, parce que Tanjiro, voilà, il a aussi ce côté-là avec ses compagnons. C'est aussi un peu d'humour. Il y a des moments, c'est un peu drôle, et notamment avec les apparitions de Rinnosuke et comment il s'appelle l'autre Euh, Monsieur Éclair, voilà, vous savez, j'ai un problème pour retenir les noms, va amener à des situations où tu vas avoir envie de rire, forcément. Donc voilà, c'est un bon combo, et je trouve que ce texte a une sensibilité qu'on trouve pas forcément chez les autres shonen. On retrouverait ça quasiment dans les shoujo et dans les josei. Parfois, je trouve qu'il y a un petit côté de josei dans ce côté-là, dans le sens que on va aborder des questions de société hyper dures, des choses difficiles, mais il y a toujours une sorte de tendresse qui en ressort. Et les personnages sont très diversifiés, très beaux. Les costumes aussi sont très très chouettes. Et Tanjiro, c'est vraiment le mec qui sauve la veuve et l'orphelin, et j'aime bien ça. Il a ce côté un petit peu super-héros que j'aime bien. Mais je vous le conseille sincèrement. Et cette édition particulièrement, si vous voulez lire en grand format, j'ai très très hâte. Le volume 2 sort mi-octobre, il doit sortir dans 3-4 jours. Ça va être dur parce que là on va commencer à aller dans des arcs où ça va leur sortir les mouchoirs. Mais pour le coup, moi j'ai vu que les 2 premières saisons, parce que j'ai pas Crunchyroll, donc je ne peux pas voir la 3e saison. Et je conseille de vraiment les voir en bonne qualité. Les 2 premières saisons sont disponibles sur Netflix. 2 premières saisons. Et il y a un film aussi, bon c'est un peu compliqué la façon dont c'est fait. Mais sachez que chaque démon a sa particularité, son type de combat, et qu'il y a toujours une morale. Et je peux vous dire que dans la saison 2, les démons ont des histoires, mais tu t'en remets pas, hein. Tu t'en remets pas après. Et Tanjiro est un personnage extrêmement attachant. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces ouvrages, si vous les avez lus, si vous avez des conseils à me faire, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.